Bienvenue sur Spiritualité et Thérapie, le podcast. Je m'appelle Sandrine Goss, j'exerce en tant que thérapeute. Face à la multitude de concepts spirituels et de thérapie possibles, j'ai décidé d'aller rencontrer d'autres professionnels pour mieux comprendre ce monde du bien-être. Discussion, réflexion, partage d'informations et d'expériences, ce podcast a pour seul objectif de mettre toujours plus de conscience sur votre chemin et de vous aider à faire des choix plus éclairés au quotidien. J'ai le plaisir de retrouver Isabelle Malifarge. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine. Aujourd'hui Isabelle, nous allons parler des différentes énergies qui existent et que tu perçois. Les personnes qui iront sur ton site, dont le lien se trouve en description, pourront écouter les différents messages que tu canalises et notamment ceux des Vénusiens. J'ai envie de démarrer cet échange avec cette thématique et de te poser la question comment toi tu entres en contact avec les galactiques. Quand je canalise, quand je suis en contact avec les êtres galactiques, bon, particulièrement les Vénusiens, parce que c'est avec eux que je suis le plus en contact, c'est une connexion télépathique. Donc il y a une énergie qui m'incorpore, mais c'est plus une énergie de la source, en fait, on va dire, que eux permettent par leur approche. Ils s'approchent de moi, donc ils intensifient mes vibrations. Donc il y a une énergie qui descend, il y a beaucoup plus d'énergie qui descend en moi. En fait, voilà. Et avec eux, c'est vraiment un contact télépathique. Quand je canalise, mettons, Jésus ou Marie ou d'autres êtres ascensionnés, voilà, qui eux sont de l'autre côté du voile, on va dire, là je sens vraiment que c'est eux qui m'incorporent. Voilà. Je sens la différence entre les deux. Oui, parce que du coup, en t'écoutant, je vois que je faisais pas trop la différence entre ces énergies de personnes de l'autre côté et les êtres galactiques. C'est vrai que c'est tellement immatériel de ma fenêtre en tout cas que du coup pour moi tout le monde était de l'autre côté, mais non, les galactiques sont là. Ils sont incarnés sur un autre plan, sur une autre planète. Alors récemment j'ai fait l'expérience d'un être galactique, donc vivant, qui est venu m'incorporer pour faire des soins. C'est un médecin galactique. Et ça a été compliqué autant pour lui que pour moi, parce que effectivement lui il n'est pas conscience pure en fait. Voilà, il a un corps. Ouais. Voilà. Donc je ne sais pas exactement le phénomène, comment ça peut se passer, mais en tout cas ça s'est vécu. Voilà. Alors c'est intéressant parce que quand on fait l'expérience de l'énergie autour de soi, si on fait l'expérience de l'énergie galactique, comment peut-on ressentir cette énergie-là s'ils sont dans un corps ailleurs ? Alors là, c'est le contact de conscience à conscience. Voilà. Je vais prendre cette image du soleil. Ils sont un soleil, nous sommes un soleil. De la même manière qu'il y a le soleil dans notre ciel, il y a des rayons. Des rayons. On peut les voir aussi sous forme d'ondes. Les rayons de leur soleil viennent toucher les rayons de notre soleil. Ils se rencontrent. Ça fait une connexion. Donc on se parle à ce moment-là de soleil à soleil. Et on communique par ondes vibratoires, par fréquences vibratoires, de soleil à soleil. Et ça suppose que les deux soleils vibrent de la même fréquence ? Alors il se peut que, pas forcément, parce qu'eux ne vibrent pas sur la même fréquence que nous, forcément. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas se faire tout le temps, parce qu'eux ils se mettent en état de don, et nous en état de réceptivité. Donc à ce moment-là, on peut considérer que eux, en quelque sorte, descendent un peu leur vibration pour venir à notre rencontre, et nous on est obligé d'augmenter notre vibration pour aller à leur rencontre. Donc il y a un point de rencontre qui fait que nous, à ce moment-là, donc on est rempli d'une énergie qui est plus puissante, plus dense, plus élevée vibratoirement. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'après, quand il y a la déconnexion, eh bien, on redescend en fréquence. Et moi, personnellement, au début, cette descente, elle était hyper désagréable parce que tu retraverses des émotions humaines qui font que c'est un inconfort. Et j'ai dû apprendre à redescendre tranquillement, à vraiment rester bien centré à ce moment-là, pour ne pas vivre cet inconfort. D'accord. Mais du coup, c'est visuellement, on a l'impression qu'ils sont bien plus évolués, donc bien plus vibratoirement plus élevés, et que c'est eux qui viennent nous chercher. Il n'y a pas de notre côté vis-à-vis de
Et je suppose que dans la galaxie ou dans les galaxies, il y a des êtres qui sont très évolués beaucoup plus que nous et d'autres qui le sont beaucoup moins. Est-ce que nous, on rentre pas en contact avec ces gens-là? Bien sûr, on peut demander d'être en contact avec eux. D'ailleurs, ils le disent. Demandez-nous, appelez-nous. Et quand on les appelle, ils répondent à notre appel. Mais ce qui me surprend, c'est que les galactiques ont conscience qu'on existe puisqu'ils viennent se connecter à nous, mais nous, c'est comme si on débarque en fait. Pourquoi il y a cette différence-là de connaissance et de conscience Alors ça, certaines personnes parlent de la chute de l'Atlantide. En Atlantide, apparemment, on les côtoyait, hein, ils étaient là avec nous. D'accord. Voilà. Et puis quand il y a eu le cataclysme, en fait, ils sont partis. Certains ont accepté de rester avec nous et du coup ils ont dû descendre leurs vibrations, puisque les vibrations de la Terre à ce moment-là sont descendues. Et donc comme nous, notre corps humain est fait à partir de la Terre, enfin, schématisé en gros, donc nos fréquences vibratoires à nous sont descendues et à ce moment-là on a perdu la conscience de notre divinité. Et en perdant cette conscience de notre divinité, on a perdu toute cette conscience de toutes les formes de vie qui existent autour de nous. On s'est tellement recentré sur nous on se pense être le nombril de l'univers et être les seuls. Il y a aussi cette notion d'être seul au monde en fait. Comme on s'est séparé de notre présence divine, de notre conscience divine, on s'est installé dans un espace de solitude et on est seul au monde en fait. Nous, pauvres humains, on est seul au monde. En tout cas, on se croit seul au monde. Et puis, et du coup, comme l'autre devient en danger, hein, on a parlé dans le podcast sur l'intention, on a abordé ce sujet que l'autre était un danger pour nous. Comme l'autre est un danger pour nous, tous les humains sont en danger pour nous, on le voit bien. Déjà, le voisinage, voilà, on s'entend pas forcément bien avec les voisins, on voit ces histoires de religion, les religions qui sont différentes de nous, donc c'est des étrangers par rapport à nous, les races aussi, enfin voilà, tout. Et si tu penses pas comme moi, t'es déjà dans dangereux pour l'incarnation, moi, enfin bref, voilà. Donc imagine ceux qui vivent sur d'autres plans d'existence, comme ils représentent un danger. D'ailleurs, on le voit bien dans tous ces films à grosse production où on voit l'extraterrestre qui débarque et qui vient nous faire la guerre. Et on les considère comme des étrangers, donc on en a peur. Donc c'est un danger. Est-ce qu'ils sont tous incarnés dans une matière, dans un corps? Est-ce qu'il peut y avoir des galactiques qui vivent sans corps? Oui, tout à fait. D'accord. Il y a une multitude de formes d'existence. Je crois que notre esprit humain ne peut même pas envisager certaines formes d'existence. Et du coup, ça serait quoi la différence entre... Parce que là, aujourd'hui, avec nos morts, la différence, si on part du postulat qu'on continue après, c'est la matérialité, c'est le corps. Oui. Donc si il y a des personnes qui sont incarnées sans corps sur d'autres planètes ou sur d'autres galaxies, c'est quoi la différence avec les morts? C'est une bonne question. C'est juste des fréquences, des niveaux de fréquence en fait. Ce sont des niveaux de fréquence qui permettent une expérience. Alors ici sur la Terre, c'est une expérience très matérielle, très physique. Sur le plan des morts, pareil, il y a différents plans d'existence aussi. Je pense qu'il y a... il y a des personnes qui vont voir, qui sont beaucoup plus dans la connaissance de tout ça. Moi, ce que j'en ai compris aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes fréquences vibratoires quand la conscience, l'âme, elle fait le passage vers la mort. Il peut y avoir des plans d'expérience où la conscience, elle se refait un corps vibratoire, donc qui est plus évaporé que le corps humain. Et puis je pense qu'il y a aussi d'autres plans vibratoires où la conscience n'est que conscience. Et puis à un moment donné, elle retourne dans le tout et elle retourne au néant. Ça, j'en parle dans mon livre.
que je suis en train d'écrire, donc à venir, à suivre. Voilà. Oui. Et donc il y a des planètes qui existent sur d'autres plans de fréquences vibratoires. Donc il y a une planète et il y a des consciences qui vivent sur cette planète. On peut peut-être, je dis peut-être, je l'imagine comme ça, comme juste des soleils qui sont entre eux et qui vivent des expériences de soleil. C'est complexe, même à essayer de se représenter, parce qu'on a besoin, nous, de matérialiser justement cette représentation. Et en fait, on comprend que le taux vibratoire emmène des strates. C'est ça. C'est ça. Mais il y a deux formes. C'est comme s'il y avait deux mondes qui se superposaient en termes de strates. Celui de l'expérience et celui de la mort. Alors, la mort étant une expérience. Ouais, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et je comprends que les gens s'en détachent aussi parce que ça fait peur de ne pas comprendre déjà. Et puis ça paraît tellement, tellement complexe et loin de ce qu'on s'imagine nous aujourd'hui en incarné que... Je crois que la sagesse, c'est accepter qu'on ne comprenne pas tout ça. C'est accepter qu'on ne peut pas l'imaginer. Si je suis un chat, je vais penser chat. Je vais penser comme un chat. Je ne vais pas penser comme un humain. J'imagine pas comment un humain il peut penser. Je suis un chat. Oui. C'est vrai que nous, par contre, dans l'autre sens, on a plutôt tendance à imaginer ce qu'ils pensent. Mais peut-être qu'on idéalise, qu'on s'imagine des choses. Parce que nous, on le projette en fonction de notre humanité, en fait. De la façon dont on pense en tant qu'humain. Déjà, regarde, entre toi et moi, on n'a pas la même forme de pensée, en fait. Moi, je vais penser... un mot, par exemple, un mot va avoir une explication pour moi, un sens pour moi, et il n'aura pas forcément le même sens pour toi. Tu vois, déjà entre nous, et on est humaine, et on est proches, et on est amis, et on a quand même des points de vue en commun. Alors imagine. Complètement. Mais on peut faire preuve d'empathie, c'est-à-dire que le mot, même si moi je ne le comprends pas comme tu le comprends, je peux essayer de prendre tes yeux et d'expérimenter le mot comme toi tu le vis. Est-ce que les animaux peuvent faire ça aussi? Peut-être, on ne sait pas oui, en fait, c'est finalement. possible. Quand on voit bien sur toutes nos vidéos de réseau qui sont douées d'émotions, enfin, ça paraît oui, tout à fait, bien sûr. évidence. Bien sûr. Mais c'est leur émotion de chat, c'est pas leur émotion d'humain. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Oui, parce que il y a un prisme. Il y a le prisme du chat et il y a le prisme de l'humain. Ça mérite un podcast sur la communication animale, justement, pour pouvoir faire cette distinction. Mais toutefois, c'est important de comprendre aussi que la personne qui fait la communication animale, elle transfère l'émotion, ce que lui transmet l'animal, selon son prisme d'humain, et selon son prisme de sa personnalité et le prisme de son vécu. Et c'est la même chose, tu vois, on en revient à la canalisation. C'est ce que j'allais te dire. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que moi, Isabelle, avec ma culture, mon éducation chrétienne, mon vécu, je vais canaliser des énergies, des messages en fonction de ce que moi je sais, en fonction de ce qui est de la façon dont mon cerveau fonctionne. Et d'ailleurs souvent à chaque fois que j'ai transmis des enseignements, j'ai toujours été travaillée avant. Voilà, j'ai toujours été travaillée, on est venu bousculer mes croyances pour que je puisse transmettre les messages. Et quelquefois j'ai été bien bousculée parce que mes croyances ont été bien bousculées. Donc moi ici en France, avec ma culture, mon éducation, je vais transmettre je vais canaliser avec mes mots. Et quelqu'un à l'autre bout de la terre, mettons, je vais prendre la culture indienne en Inde, eh ben, elle va transmettre avec ses croyances, elle va canaliser, ça sera aussi des beaux messages, ça sera aussi juste, mais elle va canaliser avec ses croyances en Ganesh, ses croyances en Shiva, etc. etc. Donc personne n'a tort, personne n'a raison, mais tout le monde a raison. En fait. Oui. Voilà, tout le monde a raison.
c'est un prisme. C'est pour ça que il y a des personnes qui canalisent, ça va nous parler, d'autres qui canalisent, ça va pas du tout nous parler. Parce que elles ont leur vérité, il ne faut pas oublier ça en fait. Ce sont des personnes, ce sont des humains qui transmettent. Voilà. Et encore une fois, ça revient, on en parlait dans le premier podcast, sur l'influence du mental dans ces croyances et dans cette transmission. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est important de lire entre les lignes en quelque sorte de ce que la personne dit et de capter l'énergie. Au final, c'est ça qui est important, c'est l'énergie. Quand j'ai commencé à canaliser, comme mes premiers pas, on m'a fait comprendre, on m'a fait ressentir l'importance du mot utilisé. On me donnait un mot et je ressentais son sens. Et comme ça, j'ai compris qu'il y avait des mots, soit qui étaient vidés de leur sens, soit qui étaient détournés de leur sens. Et à chaque fois que je canalise, en fait, les mots, ils sont choisis. Je sens que c'est vraiment... parce que c'est à travers le mot qu'est véhiculée l'information qu'ils veulent donner. Voilà. Ça fait beaucoup penser à ceux qui perçoivent les mots comme une couleur, ou ceux qui sont très sensibles à la musique et qui vont avoir un langage autour de ça, ils vont ressentir des choses que le commun ne ressent pas spécialement. Tout à fait. Ça revient à... Parce que justement, tu parlais de canaliser donc les galactiques tout à l'heure, et alors... Moi, la question que je me pose, c'est mais quelle langue parlent-ils pour qu'ils arrivent à communiquer avec toi? Parce que quand ils transmettent, donc finalement, c'est l'énergie, la vibration qui fait que ça se traduit en français pour toi. Alors, comment ça se fait qu'une personne qui fait de la communication animale arrive à mettre des mots? Et c'était aussi la question que je me posais. C'est exactement la même chose. En fait, c'est un langage émotionnel. Voilà. C'est un langage émotionnel et un langage du cœur, donc le langage télépathique. En fait, le langage télépathique, c'est le langage du cœur. Le cœur envoie une impulsion émotionnelle au cerveau, et le cerveau l'analyse et le transforme en mots, donc en français, par exemple. Voilà. C'est comme si ça passait par une image et que... Pas forcément. Alors, ça peut être une image, mais c'est plutôt une forme pensée. C'est plutôt une pensée qui est là, qui vient, une pensée qui est intense, qui apporte une compréhension, et cette compréhension est traduite en mots. Voilà. Ça peut expliquer, quand on fait des soins à distance, justement, qu'on ressente une émotion qui ne nous appartient pas, qui est celle de l'autre personne à qui on ne parle pas, puisqu'on peut faire un soin sans se parler spécialement, et c'est ça, c'est cette vibration-là, c'est la même chose finalement. C'est la même chose. Alors quand on fait des soins à distance, c'est exactement le même principe que cette communication avec les galactiques et qui sont loin de nous. Comment on peut communiquer? Cette histoire de rayons de soleil qui viennent se connecter à un moment donné. Il n'y a pas... la distance, ça n'existe pas en fait. Dans cette dimension vibratoire, la distance, ça n'existe pas. Donc le rayon du soleil de la personne vient se connecter à ton rayon de soleil. Et là, à ce moment-là, il y a une transmission émotionnelle, une transmission télépathique de cœur à cœur qui fait que, effectivement, cette émotion, tu vas la ressentir dans tes émotions à toi, tu vas la ressentir dans ton corps, tu vas la ressentir dans ton cerveau sous forme de mots ou d'images. D'accord, ok. Et c'est intéressant parce que du coup ça ouvre aussi, je pense aux personnes qui ressentent des choses sans forcément avoir mis du sens ou thérapeutique ou de communication. Et des fois on est envahi par des émotions, celles des autres, parfois, et on ne sait pas faire le distinguo, et donc de pouvoir se dire c'est une communication qui s'est mise en place, et à moi de mettre de la conscience dessus et de prendre une distance pour peut-être accompagner l'autre. Tout à fait. Et on se rend pas, même en grandissant en conscience, on se rend pas toujours forcément compte de mais comment ça se fait que tout d'un coup là je me sens triste ou en colère. Alors chaque fois quand j'ai des soins le matin, quand je me réveille, je suis en connexion avec la première personne que j'ai en soin, et quelquefois je me réveille avec une émotion, je me dis mais comment ça se fait que ce matin je suis triste alors que hier soir je me suis couchée, j'étais bien, j'étais gaie, ça allait, mais c'est parce que je suis en connexion, mais je me rends pas forcément toujours compte, je me dis mince mais comment ça se fait en fait.
Voilà, effectivement. Parce qu'en fait, quand je me réveille, je sais que je vais avoir un rendez-vous. Et pof, il y a la connexion, en fait. Ça se fait instantanément, en fait. Au-delà de notre... à l'insu de notre plein gré, en fait. Ça me fait penser à la discussion qu'on avait sur le podcast autour des intentions et de la créativité. Est-ce que, parce que tu sais que tu vas avoir un rendez-vous et un soin, est-ce que tu as l'intention qui est posée et donc cette connexion qui se met en place? Tout à fait. Et même, ça va plus loin, parce que il suffit que la personne prenne son téléphone, m'appelle, alors moi et d'autres thérapeutes, enfin c'est pas que moi, il suffit qu'elle appelle pour prendre rendez-vous, et déjà elle a posé son intention, et c'est très fréquent que les personnes me disent à partir du moment où j'ai pris rendez-vous, déjà ça allait beaucoup mieux. Voilà. Parce qu'il y a déjà eu une connexion entre elle et moi, et forcément la source, puisque le thérapeute, le guérisseur, c'est juste un relais entre la personne qui a besoin d'aide et la source, le soleil, le grand soleil, le soleil premier primordial. Voilà. Et c'est intéressant d'en prendre conscience pour l'expérimenter aussi dans les soins que je pratique. Si on a rendez-vous à 10h par exemple, si je fais le soin à distance, à 10h, je sens déjà que ça vibre alors que j'ai pas encore pris le téléphone ou j'ai pas encore échangé avec la personne, et le soin, c'est comme si le soin commençait déjà. C'est un soin qui commence déjà, ou est-ce que c'est juste la connexion finalement? À partir du moment où la connexion est établie et que toi tu es positionné à ce moment-là comme la guérisseuse, la thérapeute, c'est un accord qui a été passé entre la personne qui t'a demandé de l'aide et toi. Et toi, tu t'es positionné déjà depuis longtemps en tant que thérapeute ou accompagnante ou aidante. Donc elle fait appel à cette partie de toi. Donc forcément, à l'heure dite, tu es installé dans cette posture-là. Donc tu deviens canal de l'énergie de la source, du soleil, et tu transmets. Et donc forcément, ça passe à travers toi. Et je veux bien qu'on revienne sur cette notion d'énergie. Parce qu'on en parle beaucoup, finalement. Le soin, on parle de soin énergétique, on parle de soin à distance, c'est une énergie qui passe, ce canal. Est-ce que tu peux décrire, toi, ce qu'est une énergie dans ce cadre-là, et après, on pourra extrapoler sur les énergies que tu canalises. On est d'accord maintenant, les scientifiques ils le prouvent, que tout est énergie. Même la chaise sur laquelle on est assise, la table, tout est énergie. Donc tout vibre. Tout vibre. Lorsque dans ton protocole de vie, tu t'es installé en tant que thérapeute, ou guérisseuse, bref, quelqu'un t'a demandé de l'aide, tu es dans ton cœur, quel que soit l'outil que tu utilises, tu es dans ton cœur. Donc tu es dans ton soleil intérieur. Et ton soleil intérieur, c'est l'amour. C'est de l'amour. L'amour, c'est une énergie. Donc à partir de ce moment-là, ton cœur va vibrer et va envoyer des ondes d'amour à l'autre. Parce que c'est ça qui guérit. C'est cet amour qui va guérir l'autre, qui va nourrir l'autre et qui va lui permettre d'être suffisamment rempli pour accéder à son propre processus d'auto-guérison. Je ne sais pas si je réponds à ta question en disant ça. Pas exactement, mais ce que tu dis est intéressant quand même. Il n'y a pas de souci. En fait, là, tu expliques l'énergie dans le process de guérison. Oui. Et que l'énergie, c'est une énergie d'amour. Et là, on va être d'humain à humain, on va dire. Mais tu évoquais tout à l'heure le fait que quand on est connecté au galactique, ou quand on est connecté à nos morts, ou quand on est connecté à d'autres personnes, ce sont des plans vibratoires. Mais on pourrait espérer que tout le monde soit amour, donc on devrait tous vibrer à la même fréquence. Or, c'est pas le cas. Non. Donc, c'était ça dans l'idée de qu'est-ce qu'une énergie, et au-delà de l'énergie d'amour, comment ça se fait qu'il y ait différentes fréquences. D'accord. Alors, par exemple, on va reprendre l'idée de nos morts. Il y a des consciences, des âmes qui partent et qui restent coincées très proches de la fréquence vibratoire de la Terre, et donc de nous, les humains. Elles ont différentes raisons de l'être. Soit parce qu'elles ne croient pas, elles sont complètement fermées et elles ne voient pas la lumière, tu vois, cette fameuse lumière. Soit parce qu'elles partent très en colère, et cette colère, elles les maintiennent à des êtres. Soit parce qu'elles étaient très attachées à une maison, par exemple. Donc ça les maintient proches de nous. Et par exemple, si elles sont parties en colère,
eh ben, elles sont dans une fréquence vibratoire de colère. Et donc, les côtoyer, si elles traînent autour de nous, il y a toujours cette collection de soleil, en fait. Cette image, elle est intéressante parce qu'elle l'explique bien. Et donc forcément, cette personne, cette conscience va venir se connecter à ta conscience, mais elle est en colère, donc elle va te transmettre de la colère. Donc c'est pas confortable, c'est pas agréable. D'accord. Mais du coup, quand tu canalises les différentes énergies, est-ce que ce sont des énergies qui sont en lien avec l'amour et donc des belles énergies? Est-ce que comment tu fais la différence, toi, sur ces différentes connexion? Alors, il se trouve que la première fois que j'ai canalisé, donc j'étais pas seule, j'étais avec la personne qui m'accompagnait, qui m'a initiée. Il se trouve que la première fois, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, je me suis mis à rire, je ne savais pas pourquoi, et l'instant d'après, je me suis mis à pleurer. Et la personne qui m'accompagnait, après, elle m'a dit « Oh, c'est bizarre ce qui s'est passé ». Je dis « Oui, effectivement, c'était pas très confortable ». Donc on est allé chercher pourquoi ça s'est passé comme ça. Il se trouve que c'était ma peur de la possession qui a créé une distorsion. Et on m'a expliqué, parce qu'elle canalisait aussi, elle m'a expliqué qu'en fait j'avais rendez-vous avec cette entité-là, cette présence, cette âme, pour justement vivre cette expérience-là de possession, mais pas saine, on va dire, pas d'amour. Donc j'ai été voir, j'ai été guérir ces peurs de possession, voilà. Et j'ai décrété que en moi, dans mon canal, je n'acceptais que les énergies d'amour. Je n'accepte que les énergies d'amour. Et ça, c'est une force que j'ai posée. C'est vraiment j'ai affirmé mon pouvoir en ça. Je n'accepte que les énergies d'amour dans mon canal. Je ne veux transmettre que des énergies d'amour. Ok, voilà. Mais c'est intéressant, tu parles des énergies d'amour. Oui. Ça revient à ma question de tout à l'heure. De ma fenêtre, l'amour c'est une énergie, même si déjà dans la matière, je te l'accorde, on a plusieurs façons d'aimer. Comment tu décris ces énergies d'amour sur d'autres plans? Alors je ne peux pas les décrire. Oui, ou les expliquer. Ou... parce que ça se vit. Quand ces énergies entrent en moi, qu'elles viennent dans mon corps, c'est de la joie. Bon, l'amour, je pense que tout le monde comprend ce que c'est en fait. On l'a tous ressenti à un moment donné. Donc je ressens cet amour, je ressens cette douceur, je ressens de la bienveillance. Ce n'est que ça en fait. Je ne ressens pas de colère, je ne ressens pas de tristesse. Je ne ressens que cette compassion, douceur, amour, bienveillance. Ce ne sont que des sensations comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui te permet, à travers ces sensations qui sont plus que positives, de définir, ah bah tiens, là je suis en train d'échanger avec les Vénusiens, là je suis en train d'échanger avec Marie, là je suis... Comment tu arrives à faire la distinction Ben, je le sais. Ouais. Voilà. Ok. Je le sais. Ça c'est l'intuition, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer aussi. On le sait. Voilà. D'accord. Parce que tu disais dans le premier podcast que tu étais... que tu avais découvert l'énergie christique. On a parlé déjà aussi des énergies de Marie. Ça veut dire quoi? C'est quoi concrètement? C'est très compliqué de comprendre que déjà énergie christique ça peut forcément porter à confusion avec la religion et le Christ tel qu'on le connaît ici, mais est-ce que tu peux détailler? Oui, je peux détailler. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où moi, ici en France, je canalise d'une manière avec ma culture, et qu'une personne en Inde va canaliser avec sa manière, dans sa culture et ses croyances. L'énergie christique, en fait, c'est l'énergie dont a parlé Jésus. Et donc, comme moi, j'ai cet héritage-là, je ne parle pas de la religion, je parle de l'énergie christique. En réalité, l'énergie christique, c'est l'énergie solaire. On vit tous sous le même soleil. Et le soleil, c'est pas qu'une boule de feu, en fait. Le soleil, c'est aussi une existence vibratoire créatrice.
Et j'irais même jusqu'à dire que c'est ce soleil-là qui nous a créés, nous. Qui a créé tout ce qui tourne autour de lui. Voilà, tout ce qui vit dans son système solaire. Voilà. Donc l'énergie christique, c'est tout simplement l'énergie solaire. Il y a des civilisations qui ont vénéré le soleil, comme les Incas, les Mayas. Après, on peut lui donner plein d'autres noms. Moi, je l'appelle christique parce que c'est ma tradition, c'est la culture dans laquelle j'ai grandi. Alors, au début, j'ai eu du mal, parce que, comme je disais, j'étais initiée au Reiki, j'ai été aussi initiatrice. Je transmettais ce rituel initiatique aux personnes. J'ouvrais leur canal, en quelque sorte, avec ce rituel. Et puis un jour, je fais un rituel, ça n'avait rien à voir. Bon, moi, je suis assez obéissante quand ça vient de là-haut. Je fais ce qu'on me dit de faire. Et après, on me transmet le fait que j'étais en train d'initier à l'énergie christique. Ça veut dire que j'ouvrais le canal de la personne à cette énergie du soleil. Voilà. Et au début, j'ai dit, mais je ne pourrais jamais appeler ça une énergie christique parce que c'est tellement imprégné de religion que les gens ne vont pas venir à moi. Donc au début, je l'ai appelée lumière d'or parce qu'effectivement, c'est une lumière, c'est une énergie couleur or. Voilà. Et puis un jour, j'ai lâché, j'ai accepté. Et j'assume aujourd'hui le fait de l'appeler énergie christique. Mais en réalité, c'est juste l'énergie du soleil. Voilà. J'entends. Donc, finalement, c'est une vibration. Si on c'est veut, ça. C'est un niveau vibratoire. C'est ça. Mais quel lien on fait avec... sans rentrer dans la religion, mais quel lien fait-on avec le Christ tel qu'on le connaît à travers notre histoire ? Parce que, apparemment, c'est au moment où le Christ, enfin Jésus, a été crucifié, et ensuite, certains disent qu'il a ressuscité, d'autres qu'il s'est régénéré, peu importe, on s'en fiche. Certains disent même qu'il n'a pas existé. Oui, on part du principe qu'il a existé, c'est quand même historiquement prouvé quand même. C'est à ce moment-là que cette énergie christique est venue vraiment l'envahir. On parle d'adombrement aussi, bon là c'est un mot très technique, mais voilà, on va dire qu'il a été totalement, tout son corps est devenu cette énergie christique. Il est devenu vraiment cette lumière intense. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu Christ. Voilà. D'accord, donc ça ce sont des ragots qui sont revenus, ou est-ce que, parce qu'il l'a pas dit lui, est-ce que ce sont les gens qui ont ressenti ça, ou on ne sait pas? Dans le fait que les gens disent qu'à ce moment-là, il est devenu Christ. Oui, c'est ça que tu dis il aurait émané une lumière, il serait devenu l'énergie christique à lui tout seul, en fait. S'il était sur la croix, à ce moment-là, il ne devait pas pouvoir parler grand-chose. C'est après, quand on l'a fait descendre de la croix. Mais en tout cas, si ce mot christique ça dérange, je peux le comprendre, parce que la religion, elle a quand même fait des choses pas très morales, on va dire. On peut l'appeler juste énergie solaire, en fait, c'est le soleil. Ouais. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ça c'est intéressant, parce que si on arrive à trouver un substitut plus entendable pour l'énergie christique, qu'en est-il des énergies de Marie, d'Isis ? Ce sont aussi des énergies christiques, ce sont aussi des énergies solaires. D'ailleurs, Isis, elle a un soleil sur la tête. Elle a le disque solaire sur la tête. D'accord. Mais on est tous, en fait, qu'on soit ici en France et qu'on parle d'énergie christique, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Mongolie, qu'on soit partout dans le monde, en fait, c'est la même énergie. C'est l'énergie solaire, c'est l'énergie du soleil. D'accord. Ça porte un nom différent, mais c'est la même. Alors, ça, si je reprends... On est tous issus de ce soleil. On a donc tous une énergie. C'est juste une question d'intensité, d'énergie, en termes de vibration. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fait à part le fait qu'on soit dans la matière peut-être, qu'est-ce qui fait qu'on vibre plus ou moins à une fréquence plus ou moins haute? Tu veux dire nous en tant qu'humains? Tout le monde? Non, tout le monde. Puisqu'on est tous issus du soleil. Parce que la Terre, elle a une fréquence vibratoire. Et donc, ce qui se vit sur la Terre, si tu veux, sa fréquence vibratoire, c'est comme une partition de musique avec une clé. C'est-à-dire la clé de sol, c'est la plus connue. Voilà. On va dire que la Terre,
crée sur cette partition de musique avec la clé de sol. Donc ça va donner une musique particulière parce que c'est une clé de sol. Si c'était une clé de fa, moi je ne suis pas musicienne, hein, mais je pense que si c'est une clé de fa ou de ré, ça ne va pas être exactement la même musique. Voilà, ça va faire une différence. Voilà. On peut reprendre cette image. Nous, sur la Terre, on a une partition avec une clé particulière. Sur d'autres planètes, ça va être une partition de musique avec une autre clé. Donc la fréquence vibratoire n'est pas la même, l'expérience n'est pas la même. D'accord. Mais ça, c'est si on suppose qu'on est de différents soleils. Non, avec le même soleil. Avec le même soleil, oui. D'accord. Donc le soleil émane des partitions de musique sur des clés différentes. C'est ça. D'accord. Notre soleil lui-même vibre sur une partition particulière avec une clé particulière. Parce qu'avant lui, il y a d'autres soleils qui ont d'autres partitions. Voilà. Donc c'est sans fin. C'est sans fin. D'accord. Pour que tu évoquais le fait de repartir au néant. Oui. D'accord. Et alors là, si tu veux, on arrive sur des niveaux de compréhension compliqués. C'est-à-dire que du soleil, donc la lumière, on repart dans le noir, supposément, si le néant est noir. Ou qu'est-ce que le néant ? Le néant, c'est, si on prend une définition dans le dictionnaire, le néant, c'est l'absence de lumière. C'est l'absence de matière aussi, le néant. Voilà. Mais dans ce néant, on peut dire c'est le vide, mais c'est pas le vide. Dans ce néant, c'est le champ de tous les possibles. C'est là où tout peut être imaginé, où tout peut être créé. Pour qu'il y ait une création, il faut que ça s'extrait du néant. Voilà. En l'occurrence, nous, on a un soleil. En l'occurrence, c'est un soleil qui est sorti de ce néant et qui a les mêmes capacités que le néant, la capacité d'omniprésence, d'omnipotence. C'est-à-dire, je suis le tout, je suis partout, je vois tout, je sais tout. Voilà. Et ce soleil qui est extrait de ce néant, qui est parti d'un désir d'expérience, ce soleil a lui-même créé d'autres soleils, etc. etc. C'est vertigineux. Hein. Oui, ouais. Ah, ouais. J'imagine le néant, il y a deux choses qui me viennent. Le premier, c'est comme si on avait une télévision avec un écran noir, mais derrière, il y a une infinie possibilité d'informations, d'images et autres. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est le mot néant, en tout cas d'un point de vue terrien. On va pas changer de vocabulaire. Le néant, c'est le rien, c'est le noir, c'est la mort. J'ai souvenir d'un soin qu'on avait fait ensemble lors d'un des cercles que tu animes, où tu demandais à ce qu'on reparte dans le néant. Et moi, ça m'avait complètement figée. Ça remonte, c'est la peur de la mort dont on a déjà parlé, ou est-ce que c'est plus profond que ça par rapport au néant ? La première peur, effectivement, c'est la peur de la mort, c'est la peur de ne plus exister. Ça, c'est une peur qui est quand même très très prégnante en nous, mais en fait, c'est l'ego qui a peur. C'est l'ego, c'est notre conscience de nous-mêmes, en fait. La définition de l'ego, c'est ça, la conscience de soi. Donc c'est cette conscience de soi qui a peur de disparaître. Donc elle a peur. Voilà, cette peur, ça l'empêche d'aller voir d'où elle vient. Le néant, c'est l'origine. Hein. Oui, mais c'est vrai que dans le vocabulaire au quotidien, le néant, c'est le retour à rien, en fait. On dit disparaître dans le néant, c'est redevenir rien. Et parce qu'effectivement, c'est rien, mais c'est tout. C'est tout, c'est ça même. C'est ça. En fait, nous, on oppose les deux. On oppose les deux parce qu'on est dans cette réalité de dualité. On oppose tout, en fait. Ouais. Je m'oppose à toi parce que tu es différente de moi, parce que tu as un autre corps que moi. Et l'éveil, c'est ça aussi. C'est considérer que ce rien, c'est le tout et que c'est pas opposé, en fait. Parce que le rien, ça veut dire que rien n'existe encore, mais que tout est possible. C'est intéressant parce que ça vient... amener la conclusion du premier podcast où tu disais que ta plus grande prise de conscience, c'était le fait que on était tout, on était l'autre. Oui. Oui, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vers là, cette compréhension-là, cette prise de conscience-là qu'on va.
c'est retrouver cette conscience du néant pour comprendre qu'on vient tous de ce néant et qu'on est un, en vérité, qu'on est un. Très bien. Bon, Voilà. écoute, tout un programme qu'on approfondira probablement sur Avec un autre podcast. Plaisir, avec plaisir. Merci à toi, Isabelle. Merci, Sandrine. Pour prendre contact avec Isabelle et connaître ses activités, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Et pour découvrir les accompagnements que je propose, retrouvez-moi sur le site spiritualitéethérapie.com.